Troisième partie, classification et description des diverses catégories de foules. Chapitre 1, classification des foules. Nous avons indiqué dans cet ouvrage les caractères généraux communs aux foules psychologiques. Il nous reste à montrer les caractères particuliers qui s'ajoutent à ces caractères généraux suivant les diverses catégories de collectivité lorsque, sous l'influence d'excitants convenables, elles se transforment en foules. Exposons d'abord en quelques mots une classification des foules. Notre point de départ sera la simple multitude. Sa forme la plus inférieure se présente lorsqu'elle est composée d'individus appartenant à des races différentes. Elle n'a d'autre lien commun que la volonté, plus ou moins respectée d'un chef. On peut donner comme type de telle multitude les barbares d'origine fort diverses qui, pendant plusieurs siècles, envahirent l'Empire romain. Au-dessus de ces multitudes de races diverses se trouvent celles qui, sous l'influence de certains facteurs, ont acquis des caractères communs et ont fini par former une race. Elles présenteront à l'occasion les caractéristiques spéciales des foules, mais ces caractéristiques seront plus ou moins dominées par celles de la race. Ces deux catégories de multitudes peuvent, sous l'influence des facteurs étudiés dans cet ouvrage, se transformer en foules organisées ou psychologiques. Dans ces foules organisées, nous établirons les divisions suivantes. Foules hétérogènes et foules homogènes. Dans les foules hétérogènes, nous avons les anonymes, tels que les foules de rue par exemple, également les non-anonymes, comme des jurys, des assemblées parlementaires, etc. Et dans les foules homogènes, nous avons ce qui est secte, comme les sectes politiques, les sectes religieuses, etc. Les castes, comme les castes militaires, castes sacerdotales, les castes ouvrières, etc. Et également les classes, la classe bourgeoise, la classe des paysans, etc. Indiquons en quelques mots les caractères différentiels de ces diverses catégories de foules. Premièrement, les foules hétérogènes. Ces collectivités sont celles dont nous avons étudié les caractères dans ce volume. Elles se composent d'individus quelconques, quelle que soit leur profession ou leur intelligence. Nous savons maintenant que par le fait seul que des hommes forment une foule agissante, leur psychologie collective diffère essentiellement de leur psychologie individuelle et que l'intelligence ne les soustrait pas à cette différenciation. Nous avons vu que dans les collectivités, l'intelligence ne joue aucun rôle. Seuls des sentiments inconscients agissent. Un facteur fondamental, la race, permet de différencier assez profondément les diverses foules hétérogènes. Nous sommes plusieurs fois déjà revenus sur le rôle de la race et nous avons montré quel est le puissant des facteurs capables de déterminer les actions des hommes. Elle manifeste également son action dans les caractères des foules. Une foule composée d'individus quelconques, mais tous anglais ou chinois, différera profondément d'une autre foule composée d'individus également quelconques, mais de races différentes, russes, français, espagnols par exemple. Les profondes divergences que la constitution mentale héréditaire crée dans la façon de sentir et de penser des hommes éclatent immédiatement dès que des circonstances, assez rares d'ailleurs, réunissent dans une même foule, en proportion à peu près égale, des individus de nationalités différentes, quelque identiques que soient en apparence les intérêts qui les assemblent. Les tentatives faites par les socialistes pour réunir dans de grands congrès des représentants de la population ouvrière de chaque pays ont toujours abouti aux plus furieuses discordes. Une foule latine, si révolutionnaire ou si conservatrice qu'on la suppose, fera invariablement appel pour réaliser ses exigences à l'intervention de l'État. Elle est toujours centralisatrice et plus ou moins césarienne. Une foule anglaise ou américaine, au contraire, ne connaît pas l'État et ne fait appel qu'à l'initiative privée. Une foule française tient avant tout à l'égalité et une foule anglaise à la liberté. Ce sont précisément ces différences de race qui font qu'il y a presque autant de formes de socialisme et de démocratie que de nations. L'âme de la race domine donc entièrement l'âme de la foule. Elle est le substratum puissant qui limite ses oscillations.
Considérons comme une loi essentielle que les caractères inférieurs des foules sont d'autant moins accentués que l'âme de la race est plus forte. L'état de foule et la domination des foules, c'est la barbarie ou le retour à la barbarie. C'est en acquérant une âme solidement constituée que la race se soustrait de plus en plus à la puissance irréfléchie des foules et sort de la barbarie. En dehors de la race, la seule classification importante à faire pour les foules hétérogènes est de les séparer en foules anonymes, comme celle des rues, et en foules non anonymes, les assemblées délibérantes et les jurés par exemple. Le sentiment de la responsabilité, nul chez les premières et développé chez les secondes, donne à leurs actes des orientations souvent fort différentes. Deuxième point, les foules homogènes. Les foules homogènes comprennent les sectes, les castes et les classes. La secte marque le premier degré dans l'organisation des foules homogènes. Elle comprend des individus d'éducation, de profession, de milieux parfois fort différents, n'ayant entre eux que le lien unique des croyances. Telles sont les sectes religieuses et politiques par exemple. La caste représente le plus haut degré d'organisation dont la foule soit susceptible, alors que la secte comprend des individus de profession, d'éducation, de milieux fort différents et rattachés seulement par la communauté des croyances. La caste ne comprend que des individus de même profession et par conséquent d'éducation et de milieux à peu près semblables. Telles sont la caste militaire et la caste sacerdotale par exemple. La classe est formée par des individus d'origines diverses réunis non par la communauté des croyances, comme le sont les membres d'une secte, ni par la communauté des occupations professionnelles, comme le sont les membres d'une caste, mais par certains intérêts, certaines habitudes de vie et d'éducation fort semblables. Telles sont par exemple la classe bourgeoise, la classe agricole, etc. Ne m'occupant dans cet ouvrage que des foules hétérogènes et réservant l'étude des foules homogènes pour un autre volume, je n'insisterai pas ici sur les caractères de ces dernières et ne m'occuperai maintenant que de quelques catégories de foules hétérogènes choisies comme type.